Au fond d'une petite impasse qui donne sur le boulevard Clichy dans le 18e arrondissement, se niche un lieu mythique et très littéraire. La dernière résidence parisienne de Jacques Prévert. À 55 ans, l'écrivain, éternel nomade, s'est installé avec son épouse Janine et leur fille Michel à la cité Véron. Aujourd'hui, ce lieu préservé est occupé par l'association Fatra, présidée par Eugénie Prévert. La petite fille de Jacques a accepté de nous en faire une visite, guidée par ses souvenirs intimes. On rentre dans l'appartement qui est dessiné par Jacques Well, donc on a un long couloir avec une fausse perspective. Mon grand-père a vécu à partir de la guerre dans le Midi, il habitait Saint-Paul-de-Vence, ensuite Antibes, et c'est drôle parce que finalement il s'est fait une maison provençale avec des faux murs à la chaux dans Paris. Alors c'est la chambre de ma mère, ce lit qui vient du film Notre-Dame de Paris, qui était le lit d'Esmeralda, et avec toutes ces petites niches troglodytiques, avec des passages d'une niche à l'autre. Mon grand-père ramenait des jouets incroyables, des maisons de poupées, et puis les peluches qui sont mon grand-père, l'ours, ma mère, le chat qu'on appelait Minette, et ma grand-mère, le lapin du Gâtinais, puisqu'elle venait du Gâtinais. Quand il s'est installé ici, sa fille, Michel, Minette, devait avoir 8 ou 9 ans. C'était un autre rythme de vie, c'était la vie familiale. Prévert avait quand même eu une vie aussi d'errance, de liberté totale, au moins jusqu'à la naissance de sa fille en 1946. Donc peut-être que la cité Véron, c'est une façon symboliquement de donner une autre allure à sa vie. Situé derrière le Moulin Rouge, le célèbre cabaret parisien, l'appartement ouvre sur un lieu en plein air que la famille Prévert partage avec un autre écrivain-poète vivant cité Véron depuis quelques années déjà. Les voisins deviennent amis de terrasse. On peut imaginer mon grand-père qui se trouve quand même cet endroit incroyable dans Paris, avec le ciel, et puis avec Boris Vian, où ils vont l'un chez l'autre, où mon grand-père il s'assoit, il chantait faux, il savait pas jouer du piano, mais il s'assoit, il tape sur le piano de Boris Vian, il imite l'ours, il y a des histoires complètement incroyables. Il se plaisait bien, cité Véron. Il y avait la grande terrasse, il y avait Boris, il y avait des amis aussi tout le temps. C'était très chaleureux, c'était vraiment une atmosphère un peu spéciale. On avait des fous rires, c'était épatant, quoi. Il déformait les mots tout le temps, il était plein d'humour. C'était très marrant d'être avec Jacques, ça je dois dire que... L'amitié, la complicité dans tout. On rigolait. Son sens de l'amitié inébranlable. Inébranlable. Au-delà de son amour de la peinture, ou son génie de la parole, ou de l'écriture, ou au-delà de tout ça, plus profondément, il y avait ça. Il y avait cette espèce de justesse humaine, grave, ancrée, solide. Ah, ça m'impressionnait beaucoup. Et si l'amitié était la grande affaire de la vie de Jacques Prévert? Si sa vraie vie avait commencé à 22 ans, lorsqu'il s'installe rue du Château avec ses compères, le peintre Yves Tanguy et Marcel Duhamel, futur fondateur de la série noire de Gallimard. Située dans le quartier de Montparnasse, la maison devient le lieu de ralliement des surréalistes, des écrivains et des peintres qui compteront dans ce siècle qui démarre.
La joyeuse troupe vit grâce à la générosité de Marcel Duhamel, le seul à gagner sa vie, et celle de ses copains. Marié à la jeune Simone, Prévert lui a clairement défini sa position. Je ne voulais travailler nulle part, on dit que la paresse est la mère de tous les vices, moi je trouvais que le père c'était le travail. Quand à l'âge de 28 ans, il quitte ce phalanstère de la camaraderie, Prévert n'a pratiquement jamais pris la plume, et c'est par amitié qu'il s'y met vraiment. Les premiers sketchs qu'il écrit sont destinés à cette troupe de théâtre amateur qui se produit devant les ouvriers dans les usines en grève et les cafés. Le groupe Octobre est né. Ce n'est jamais sur le ton du manifeste ou sur le ton de la déclaration. C'est à travers le langage. C'est ça qui est extraordinaire chez Jacques Prévert aussi, c'est son appréhension du réel. On pense toujours, un poète, il raconte n'importe quoi, il invente, il délire, etc. Or, chez Prévert, c'est tout le contraire. Il nomme les choses par leur nom avec une précision et une efficacité redoutables et fait sonner les mots et les images entre eux de telle sorte qu'on ne peut être que stupéfait d'être devant le réel. Imprégnées d'actualité, les pièces de Prévert allient humour et dénonciation. Dans un texte visionnaire écrit en 1933, l'année de l'accession au pouvoir de Hitler en Allemagne, il fait déclamer à la troupe. On présente d'abord le monstre en liberté, on le présente aux ouvriers. C'est un ami, presque un frère, un ancien peintre en bâtiment. Le moindre mal, quoi. C'est moins dangereux qu'un général. Un ancien peintre en bâtiment. Et maintenant, les quartiers ouvriers sont peints, couleur sang. L'auteur du groupe Octobre et ses perles déjà inoubliables, Soldats de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd, se tourne progressivement vers le cinéma, devenu parlant à la fin des années 20. Je crois qu'il vient naturellement au cinéma aussi, parce que le cinéma est une écriture. Et Prévert, plus que tout autre, sent que cette écriture est une écriture qui est à sa portée, et poussée par ses amis, par son frère, par tout le monde. Je crois que le chemin est absolument naturel. Depuis leur enfance, les frères Prévert sont fous de cinéma. Jacques écrit ses premiers scénarios pour son cadet Pierre, qui se destine à la réalisation et les met en scène. En 1935, Prévert écrit pour Jean Renoir le scénario du Crime de Monsieur Lange. Sur le tournage, il se lie d'amitié avec Joseph Cosma, jeune compositeur juif hongrois réfugié. Le duo Prévert et Cosma marque aussitôt le répertoire français. Je vais vous chanter une chanson qui fait partie des choses que j'aime infiniment. C'est une chanson qui était dans un de vos premiers films. Oui, c'est une chanson dont notre ami Jacques Prévert a écrit les paroles, notre ami Cosma a écrit la musique. Absolument. Et c'est dans le Crime de Monsieur Lange. Oui, monsieur. Et Florel le chantait. Voilà. Oui, oh, c'est une belle chanson, je suis ravi. Merci. Ça me fait bien plaisir. Alors, à la belle étoile. Bonjour, le jour, à la nuit, à la belle étoile. C'est comme ça que je vis, c'est une drôle d'étoile, c'est une triste vie. Film anarchiste, anticlérical et profondément en accord avec les revendications du Front populaire, le Crime de Monsieur Lange propulse Jacques Prévert sur la scène du cinéma. Renoir dira de lui « Dans un art qui est d'abord une industrie, cet oiseau rare est à marquer d'une pierre blanche. » Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Prévert, réformé, s'installe dans le sud de la France, non sans avoir pris soin d'emmener avec lui ses compères de cinéma, le musicien Joseph Cosma et le décorateur Alexandre Troner, menacé parce que juif. Il les cachera pendant la guerre, les fera travailler sur ses films sous des noms d'emprunt et les soutiendra financièrement jusqu'à la fin du conflit. En 1942, Prévert écrit pour Marcel Carné « Les visiteurs du soir », magique histoire d'amour fou, transposée dans un Moyen-Âge rêvé afin d'éviter la censure. Ce sera le grand succès public des années d'occupation.
toi, mon brave homme. Pensez-vous que le seigneur de ces lieux puisse faire bon accueil à deux ménestrels venus de très loin pour les distraire? Je le crois. J'ajouterais même que vous tombez à merveille. Le baron Hugues adore la musique. Et nous marions bientôt demoiselle Anne avec le chevalier Renaud. Depuis les fiançailles, les fêtes succèdent aux fêtes. Et quand il y a des fêtes, on n'a guère besoin de mes services. Alors je pêche pour passer le temps. Merci, brave homme. Merci plutôt à vous, mes beaux enfants. Merci de m'avoir appelé brave homme. On a beau dire, ça fait plaisir tout de même. Allons, grenouille. Petite grenouille. Allons. Décidez-vous. C'est le bourreau qui vous fait peur? Alors, laissez-vous attraper par le brave homme. De Quai des Brumes au jour se lève, en passant par l'immortel chef-d'œuvre Les Enfants du Paradis, réalisé par Carnet, les scénarios de Prévert accompagnent des dialogues d'anthologie. Quand la morale fout le camp, le fric cavale derrière. Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. 55 films qui y figurent parmi les classiques du cinéma français, incarnés par ces acteurs mythiques, Jules Berry, Michel Simon, Jean Gabin, Michel Morgan, Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur. Mais vous savez très bien que votre éruption dans le cinéma l'a transformé. Vous avez apporté un nouveau ton. Écoutez, oui, vous avez apporté un ton neuf. Vésuve aussi a fait éruption. Hein? Mais je ne suis pas un volcan, vous comprenez? Non, mais un ton neuf. Moi, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses très désagréables à quelqu'un que je déteste. Il y a peut-être des gens qui me regardent que je n'aime pas du tout. Moi, je les regarde et je leur dirais des choses très désagréables si je les voyais. Mais j'espère qu'ils m'entendent. Et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je ne sais pas où. Moi, j'aime beaucoup, surtout les femmes et les enfants. Ce qui est extraordinaire, c'est que les films qu'il a écrits sont devenus ses films et que les réalisateurs disparaissent derrière ce qu'il a écrit. Et ça, c'est bien là qu'on peut parler d'un cinéma de Prévert, parce que ce soit avec Carnet, avec Renoir, avec Grémillon, avec n'importe qui, d'une certaine façon, la puissance de son écriture a fait que, soudain, le film est apparu naturellement, comme si les uns et les autres n'étaient plus que là pour finalement mettre en lumière, mettre en mots ce qui avait été si parfaitement écrit. Donc je pense que c'est très juste de parler du cinéma de Jacques Prévert, parce que Jacques Prévert est sans doute un des grands cinéastes français qui n'a jamais tourné un film. On va se diriger vers la salle à manger, où ma famille aimait bien être. Il y a une sculpture du peintre Jorne en céramique, une lampe que des mineurs avaient offert à mon grand-père. Vraiment, il y tenait beaucoup. Le mobile de Calder. Ce mobile qui est tout petit, mais vraiment à l'échelle de la pièce est magnifique. Et puis il y a le portrait au fusain que Picasso a fait de mon grand-père. Et il n'était pas content parce qu'il n'aimait pas son oreille. Picasso lui aurait dit qu'il lui ressemblera plus tard. Son Dieu sur la terre, il n'en avait pas d'autre. Puisqu'il disait tout le temps mon Dieu qui est aux cieux, restez-y. Son Dieu sur terre, c'était Picasso. Quand Janine, le téléphone sonnait, c'est rare qu'il répondait lui-même. Je lui disais, c'est Pablo, c'est Pablo. Aïe, 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 aïe. Il ne savait plus quoi faire, s'il était bien habillé, si je ne sais pas. Il était complètement bouleversé, tout à coup. Et je l'entendais. Oui, Pablo, j'entendais que ça. Oui, Pablo, oui. Bon, Pablo, oui, d'accord, Pablo. Il ne savait plus quoi dire, il était bouleversé par la présence auditive de Pablo. Qu'on entendait... Pour lui, Picasso, c'était le génie pur. Et là, on va passer dans son bureau, avec les livres, les bibelots, cette gouache de Miro. Il a été aussi très très proche de Miro. Il a fait un livre magnifique, Adonide, avec lui. Les pays voyagent comme les gens.
Au revoir Miro, au revoir enfant, dit le paysage. Et comme le paysage m'a dit au revoir, plus tard Miro le reverra souvent. Romancero. À Barcelone, Miro, jeune homme. Au coin d'une rue, un poulet mort grille en criant. Miro entend ce cri roussi de poivre gris. Et d'autres lueurs, et d'autres cris. Cris de couleur et de douleur d'une nature morte inachevée. Cris de douleur décolorés de la peinture séquestrée. Jacques, il ne voulait pas se considérer comme un écrivain. Il avait toujours l'air de faire ça par hasard, l'air de ne pas y toucher, l'air surpris qu'on découvre des trucs. En même temps, ça l'amusait de poser des mots sur du papier, voilà. Mais je crois que lui, il n'avait même pas l'idée d'être un jour publié. En mai 1946, René Berthollet, jeune professeur de français, admirateur de Prévert, publie le premier ouvrage du poète. En couverture, une photo de Brassailles. Parole est vendue à 5000 exemplaires en une semaine. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine. Ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vide les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leurs couteaux, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait. Depuis, le succès de Parole ne s'est jamais démenti. Le succès de Parole, ce n'est pas un accident ou un hasard. Prévert était aussi un homme rebelle, un homme de contestation, un homme qui est gratigné. Parole est le recueil de poésie en langue française qui, à travers le monde entier, c'est le plus vendu. Qui, simplement en langue française, a atteint presque 4 millions d'exemplaires. Je crois qu'il y a des succès équivalents, mais pas chez les poètes. Sans même l'avoir cherché, Jacques Prévert devient l'un des écrivains les plus célèbres du XXe siècle. D'autres y suivront, toujours publiés par son ami René Berthollet, qui connaît la méthode. Jacques Prévert, c'était un conteur, c'est un parleur, tout simplement. Il parlait à tel point que, une fois rentré, quittait ses copains, bourré, etc., il rentrait, il se mettait au lit et il parlait. Et René notait tout. Il finissait par s'endormir, toujours avec une cigarette au bec et la cendre partout. Et le lendemain matin, avec René, il prenait les perles qu'il avait dit et que René avait noté pendant la nuit. Et ils en faisaient un poème. Il y avait une façon très à part de travailler avec son éditeur qui ramenait les textes quand il y en avait, j'assistais plusieurs fois à la scène, quand il y en avait un certain nombre, il les étalait par terre pour se demander comment ils allaient et discuter pour les mettre dans un certain ordre, etc. Mon grand-père, il aimait beaucoup cet endroit avec plein de choses, des détournements sur le pape, avec par exemple une carte postale du pape. Alors plein de petites choses aussi. Je pense que c'est une petite blague qu'il a dû faire à ma grand-mère, un poudrier avec une araignée. Et puis il adorait en fait les chauves-souris, tout ce qui était un peu bizarre. Donc là, il y a des fausses têtes réduites, comme ça, en peau. On a tous ces petits post-it. C'est son univers. Le matin, au réveil, il commençait par dessiner une fleur sur son éphéméride. Puis les rendez-vous étaient écrits autour de la fleur. C'est joli. Dîner René, battre Janine, fesser Michel, boire un verre, faire autocritique.
C'est un de ses premiers collages qu'il a fait, donc c'est ma grand-mère qui est photographiée par Boucher. En fait, il a eu un accident à la maison de la radio, il a été dans le coma, qui a un peu changé sa vie. Et il s'est mis, à partir de ce moment-là, il a continué à écrire, mais il s'est vraiment pris de passion pour le collage qu'il avait commencé un petit peu fin des années 40. Et il détourne, voilà, beaucoup de choses. Des petites images, des petits trucs désuètes, démodés d'une autre époque. Il faisait ses collages avec ça. Puis il découpait par image, il découpait les filles nues dans je ne sais quelle revue. Et puis il faisait des collages avec les filles, les curés, les saints, les Christ, etc. Ces collages avaient la même déstructuration mentale que ses poèmes. C'était la même chose. Au lieu de faire un poème avec des mots, il le faisait avec des images. Tout de suite, il voyait tout en images. Il voyait Paris en images. Et il a été très fier quand il a fait des collages, que Picasso l'a dit, mais dans le fond, t'es un peintre parce que tu choisis bien tes couleurs et tout. Alors il était fou de joie, ça, il était très content. Ah, ben il sait que je suis un peintre. Et c'est vrai que je suis un peintre, parce qu'il était très sensible aux couleurs. Il était toujours très élégant, il faisait attention au rapport de couleurs de sa cravate, de sa veste, de son costume, ses chaussettes. Il était très coquet. Cité Véron, Jacques Prévert va vivre ses dernières années de création intense et rédiger Enfance en 1959. Ses mémoires en épisodes, destinés au magazine Elle. Prévert n'ira pas au-delà de ses 7 premières années, il est né en 1900, parce qu'ensuite, raconter sa vie, c'est raconter celle des autres. Comme toutes les plus belles filles du monde, ma mère avait aussi les plus beaux yeux et d'un bleu et tellement souriant. C'était une étoile de la vie. Quand dans la rue, au marché ou n'importe où, on lui disait qu'elle était belle, un peu gênée, elle rosissait puis éclatait de rire. C'est le fou rire, disait-elle. Je l'avais déjà toute petite, et toujours à n'en plus finir. C'est plus fort que moi, plus fort que les larmes que j'ai jamais versées. Et le fou rire me prenant à mon tour, elle ajoutait, « Tu vois, c'est contagieux, il y en a qui attrapent froid, et d'autres la gaieté. » Là, c'est le manuscrit Enfance. Et là, on a vraiment, c'est exceptionnel parce qu'on a voilà, plusieurs chemises, on a toutes les étapes, ses premières notes où il note ses souvenirs d'enfance. Et puis après, quand il construit petit à petit son texte et les tapuscrits. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jacques Prévert, en fait, il gardait pas ses manuscrits. Il les déchirait, il gardait juste le manuscrit final. Donc on a toujours l'impression qu'il travaillait pas ses textes. En regardant ce manuscrit, on y voit en effet le travail d'un auteur qui rature, réécrit, rajoute et corrige, alors que toute sa vie, Prévert a traîné une réputation de paresseux. Amusant lorsque l'on mesure qu'à sa mort, à 77 ans, Jacques Prévert laisse 30 livres, dont 6 recueils de poèmes, qui de paroles à choses et autres ont été traduits dans le monde entier, des centaines de collages merveilleux, des chefs-d'œuvre incontournables du cinéma français, et plus de 500 chansons éditées, parmi lesquelles l'une des plus belles jamais écrites. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.